Alors bonjour à tous, nous allons commencer ici la deuxième vidéo sur le chapitre 7.2. Donc la partie 7 traite du système immunitaire et la défense de l'organisme et le chapitre 7.2, on a commencé les acteurs de l'immunité. Alors pour rappel, j'ai donc fait une première vidéo qui présentait les notions du soi et du non-soi. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter les organes, les cellules et les molécules de l'immunité. On va commencer par les organes lymphoïdes primaires et secondaires. Donc vous avez ici le document 6 qui est un schéma qui montre la localisation de tous les organes lymphoïdes, donc sans distinction pour l'instant primaire et secondaire. On va donc la noter en partant du haut. Ici, tout en haut, au niveau de la tête, on a les végétations. Juste en dessous, on a les amygdales. On a le thymus ici. Ensuite, on a les ganglions lymphotiques repartis dans tout l'organisme. Ensuite, on a la rate. Au niveau de l'intestin, on a les plaques de Peyer et au niveau des os, on a la moelle osseuse. Donc c'est un schéma qu'il faut savoir annoter. Alors je replace ici donc justement les différents organes sur le schéma. Donc on va commencer par les organes lymphoïdes primaires. Donc il faut savoir que les organes lymphoïdes primaires, ce sont les organes qui vont produire donc les précurseurs et accueillir les précurseurs des lymphocytes T et B, mais sous forme immature, et vont leur permettre d'acquérir leurs récepteurs antigéniques, donc les récepteurs T et B, donc on appelle les TCR ou les BCR, et également des marqueurs de maturité. Le premier organe lymphoïde primaire à connaître, c'est la moelle osseuse, qui est l'organe lymphoïde primaire qui permet la production de toutes vos cellules de l'immunité, donc ce qu'on appelle de façon générale les immunocytes. Et en plus de la production de toutes vos cellules immunitaires, elle va être spécialisée dans la maturation uniquement d'une catégorie de lymphocytes qui sont les lymphocytes B. D'ailleurs, B vient de bone, qui veut dire os. Le deuxième organe qui est en gras ici, c'est le thymus. Il permet lui seulement la maturation de l'autre catégorie de lymphocytes, ce sont les lymphocytes T, et d'ailleurs on les appelle T pour thymus. Donc la moelle osseuse qui produit toutes vos cellules immunitaires, plus maturation des LB, le thymus, lui, fait la maturation des lymphocytes T. Les lymphocytes T et B, justement matures, vont ensuite coloniser les organes lymphoïdes secondaires. Ils sont dits matures, on dit qu'ils sont immunocompétents, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre en route une réponse immunitaire. Ils possèdent donc à leur surface des récepteurs membranaires. On va maintenant parler des organes lymphoïdes secondaires. Donc ce sont des lieux, tout d'abord, de stockage des cellules immunitaires, quand elles sont justement sont produites et maturées. Ensuite, de présentation des antigènes aux lymphocytes T et B. Également d'activation et d'amplification clonale, c'est-à-dire la prolifération des lymphocytes B et T matures. Alors les lymphocytes T sont responsables de l'immunité à médiation cellulaire, puisque dans les lymphocytes T, on a les LT4 ou les auxiliaires, on les appelle également les CD4+, parce qu'ils portent justement des corécepteurs CD4, et on a les LTC, donc les lymphocytes T cytotoxiques avec le corécepteur CD8. Donc on voit ici que les lymphocytes, donc ici donnent des lymphocytes T avec des récepteurs TCR, récepteurs des lymphocytes T, et selon la différenciation, certains vont avoir un corécepteur CD4, vont devenir des lymphocytes TCD4, donc là ce sont les LT auxiliaires, et certains vont se spécialiser avec un corécepteur CD8 et vont devenir des lymphocytes cytotoxiques, donc LTC CD8. Les lymphocytes T reconnaissent des antigènes présentés par des molécules du CMH portées par des cellules présentatrices d'antigènes qu'on appelle des CPA, qui peuvent être donc des cellules dendritiques ou des macrophages. Alors justement, vous avez le document 7 qui montre bien cette présentation. Vous avez donc votre CPA, cellule présentatrice de l'antigène, avec sa molécule de CMH qui a fixé le peptide antigénique, le petit morceau d'antigène, et on voit que le lymphocyte T, lui, a son marqueur de TCR qui reconnaît l'antigène, et il a le corécepteur CD qui reconnaît le CMH. Donc le lymphocyte T fait une double reconnaissance, il reconnaît l'antigène par son TCR et reconnaît le CMH, c'est-à-dire une molécule qui vous appartient, une molécule du soi, grâce au corécepteur CD.
Donc j'ai remis ici un petit schéma de la réponse immunitaire acquise à médiation cellulaire que l'on verra justement dans le chapitre 7.3. Donc tout d'abord, ça commence par ici la présence d'un antigène qui va être phagocyté, c'est-à-dire mangé littéralement par une CPA. Il va y avoir digestion de l'antigène avec des petits morceaux d'antigène ici. Ensuite, la CPA va exposer un petit morceau d'antigène ici à la surface. Donc elle va devenir présentatrice de l'antigène. Ce petit morceau d'antigène va être reconnu par le LT4, ce qu'on vient de voir par le schéma précédent. Et une fois que le LT4 aura reconnu l'antigène et le CMH de la cellule CPA, il va être activé. Une fois activé, elle va devenir sous forme LTA auxiliaire et va sécréter des interleukines qui sont des interleukines 2. Et cette interleukine 2 va avoir un double rôle dans la médiation cellulaire, mais également dans la médiation humorale qu'on verra juste après. Donc ces interleukines vont permettre au LT8 de reconnaître également l'antigène présenté par la CPA, et ces LT8 vont être activés. Ils vont devenir alors des LT cytotoxiques, donc des LTC, qui vont être capables de lyser les cellules qui sont infectées en utilisant ce qu'on appelle des perforines. Alors les perforines, en fait, ce sont des petites molécules libérées par les LTC qui vont venir ici se fixer sur la membrane de la cellule cible. Elles vont former des petits tunnels et à cause de ces petits tunnels, la membrane sera discontinue et là on voit qu'il y a des petits jets en fait qui sont dessinés. C'est la sortie du cytoplasme et donc la cellule infectée est ensuite détruite. Concernant les lymphocytes B, en fait, on les voit ici sur un frottis sanguin, donc avec un noyau bien rond, un cytoplasme sous forme de couronne, très petite, un noyau homogène. Vous avez ici la microscopie électronique à transmission. Donc eux sont capables de se différencier en une cellule plus grosse et spécialisée, qui sont les plasmocytes, que l'on voit ici sur une photo. Donc on voit que le cytoplasme est plus important, le noyau évidemment reste identique, et on ne le voit pas ici, mais on le voit plus sur la photo de microscopie électronique à transmission. On a également apparition d'un REG beaucoup plus développé et aussi des mitochondries plus nombreuses. Ces plasmocytes ont été différenciés et permettent la production ici de molécules qui sont en forme de Y, qui sont des anticorps. Alors ces anticorps vont être responsables de l'immunité à médiation humorale. Les anticorps vont se combiner aux substances du non-soi, donc les antigènes, et vont causer leur destruction. On verra à la toute fin justement quels sont les moyens des anticorps pour détruire ces antigènes. Alors je reprends le schéma de tout à l'heure où à gauche j'ai donc indiqué la réponse à médiation cellulaire. On va compléter à droite le schéma de la réponse humorale acquise à médiation. Alors oui, à médiation humorale, là il y a une petite erreur. Donc les interleukines libérées par les LTA vont permettre aux lymphocytes B de capter également l'antigène ici. Ces LB, une fois qu'ils ont reconnu l'antigène, vont être activés, ils vont se différencier en plasmocytes et vont permettre la production d'anticorps spécifiques de l'antigène de départ. Et donc ils vont former des complexes antigène-anticorps pour neutraliser en premier temps l'antigène et ensuite permettre sa destruction. Alors justement, quand on a ici juste le mot activation des LT et des LB, en fait on verra dans le chapitre 7.3 que ça se fait avec 3 étapes, alors que là il n'y en a qu'une en fait, ça a été simplifié sur ce schéma. Alors le rôle des principaux organes lymphoïdes secondaires, il y a tout d'abord les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses qu'on appelle les TLAM. Donc on avait vu dans le schéma les végétations, les amygdales, les plaques de Peyer au niveau de l'intestin, l'appendice, les tissus lymphoïdes associés au système respiratoire et au tractus génital. Donc ces tissus ont pour rôle de capter les antigènes sur l'ensemble des muqueuses de l'organisme, puisqu'en fait ce sont ces muqueuses qui sont au contact du milieu extérieur, et donc ce sont les sites d'entrée des antigènes. On a également les ganglions lymphatiques qui ont pour rôle de filtrer la lymphe avant le retour dans le sang, donc au niveau du canal thoracique, de capter les antigènes au niveau des tissus et d'activer les lymphocytes T. Pour la rate, elle a pour rôle de filtrer le sang, de capter les antigènes dans le sang, et également les cellules endogènes, donc celles qui sont trop vieilles ou altérées, celles qui sont véhiculées par le sang. C'est le cas des hématies. Donc il faut connaître ces 3 principaux organes et connaître le rôle de chaque que j'ai mis ici en jaune. Alors un petit rappel sur la T qui a été faite en AT10 lorsqu'on a fait l'observation d'un frottis sanguin. Je mets ici rapidement les étapes principales d'une radiation d'un frottis sanguin. Donc on dépose une goutte de sang sur l'extrémité d'une lame, on rapproche une autre lamelle ici,
On va faire adhérer la goutte de sang à la lamelle, qui va être à peu près à 30-40 degrés. Et ensuite, on va glisser la lame pour étirer la goutte de sang au maximum. Vous avez une autre représentation ici. Le résultat, on a donc un frottis avec un corps, mais là, les cellules sont trop nombreuses. Il y a plusieurs couches de cellules. On a ici une épaisseur idéale. Donc là, c'est là où il faut observer justement pour voir qu'on a vraiment une seule couche de cellules. Les cellules sont bien distinctes. Et la queue, en fait, c'est là où on a étiré au maximum. Et donc, il y a des cellules qui sont trop abîmées. Donc l'observation se fait au niveau de la couche intermédiaire. Alors pour les cellules immunitaires, j'ai mis ici donc la photo que vous avez dans l'AT, justement, c'est un frottis sanguin observé au microscope optique avec les différentes cellules que vous devez être capable de reconnaître. Donc ici, on a les plaquettes qui sont des petits fragments de cytoplasme d'une cellule précurseur. On a les lymphocytes caractéristiques ici avec un noyau bien régulier. On a un granulocyte éosinophile avec des granules bien orangés, avec un noyau souvent bilobé. Un monocyte qui a déjà la taille de 4-5 globules rouges avec un noyau en forme de fer à cheval. Un granulocyte basophile avec un noyau qui est quasiment masqué par les grosses granules violettes foncées. L'émacé avec sa forme biconcave, ce qui donne l'impression ici qu'il y a un trou. C'est parce qu'il est moins épais, donc la lumière passe plus facilement. Et enfin, on a les granulocytes neutrophiles avec des noyaux plurilobés, vraiment de très nombreux lobes, reliés par des ponts d'ADN. On a des granules fins, nombreux, qui ont une couleur violette. Alors, sur le document 8, je vous ai également fait un schéma. Vous avez un schéma des différents éléments figurés du sang. Avec ici, on va commencer par la plus caractéristique et la plus nombreuse, donc les hématies, les érythrocytes, les globules rouges. Ensuite, ici, on a des petits morceaux de cytoplasme, ce sont les plaquettes. Ensuite, on a les différents leucocytes globules blancs. Donc là, la forme bien ronde du noyau nous indique que c'était lymphocytes. Alors qu'ici, on a des noyaux plurilobés avec des granules, donc ce sont des granulocytes. Et enfin, on a la plus grosse cellule ici, qui est le monocyte, avec un noyau en forme de fer à cheval. Donc vous êtes capable de reconnaître ces cellules soit sur la photo précédente, soit sur un schéma équivalent à celui-ci. Alors, pour faire un petit rappel du rôle de chaque élément figuré du sang, donc ici, on a les trois types. Tout d'abord, les cellules les plus nombreuses, ce sont les érythrocytes. Elles sont donc anucléées, donc pas de noyau, et elles ont une forme biconcave. Elles sont composées à 98% d'hémoglobine, donc c'est le pigment qui donne cette couleur rouge à ces cellules. Et donc ces molécules d'hémoglobine permettent le transport des gaz respiratoires, je rappelle le dioxygène, O2, et le dioxyde de carbone, CO2. Donc ça, je vous renvoie à la partie 5 du programme de première. Ensuite, on a des cellules nucléées qui jouent un rôle dans la défense immunitaire, ce sont les leucocytes, donc les globules blancs. Et enfin, les thrombocytes, qu'on appelle plus couramment les plaquettes, qui sont des fragments cytoplasmiques anucléés, souvent regroupés en amas, et qui interviennent dans la coagulation du sang. Donc, transport des gaz respiratoires pour les globules rouges, défense immunitaire, leucocytes, et les plaquettes, coagulation du sang, c'est-à-dire l'arrêt des saignements. Alors, le document 9 est un tableau complet qui indique les caractéristiques de chaque cellule de l'immunité. Donc là, je vais rappeler très rapidement, vous avez souligné les choses importantes. Tout d'abord, le granulocyte neutrophile, il a un noyau plurilobé, granulation fine violette, et il est capable de faire la phagocytose. Granulocyte éosinophile, noyau cette fois-ci bilobé, le plus souvent, également cette fois-ci des grosses granulations rouges orangées, et capable également de faire la phagocytose. Les monocytes, ils ont un noyau en fer à cheval, granulation fine violette, mais on les voit assez rarement, assez peu, et également la phagocytose. Le macrophage, lui, a des contours irréguliers, et il est également capable de faire la phagocytose. Les basophiles, eux, ont un noyau rouge ovalaire avec des très grosses granulations violettes qui recouvrent la plupart du temps le noyau, et un rôle dans la réaction inflammatoire, qu'on verra dans le chapitre 7.3. Ensuite, les lymphocytes T, un noyau rond ovalaire, destruction des cellules infectées, immunité acquise cellulaire, et les lymphocytes B, ici, noyau rouge rond ovalaire, avec différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, et l'immunité acquise humorale. Donc c'est un petit peu long, mais au moins ça récapitule vraiment. Déjà, vous avez le schéma qui représente la forme de la cellule, le nom précis, et les caractéristiques ainsi que le rôle de chacun.
Alors, un autre document plus synthétique, vous avez ici les granulocytes polynucléaires. Donc là, on voit que le noyau est plurilobé. Donc là, on a la photo d'un neutrophile qui est capable de phagocyter l'antigène. On a les mononucléaires avec un noyau circulaire ou justement en fer à cheval, le monocyte à gauche, le lymphocyte à droite, qui peut se différencier en LB ou en LT. Et dans les LT, on a soit des LT4, soit des LT8. Et enfin, on a les cellules dendritiques qui sont capables de faire la phagocytose et d'activer les lymphocytes T, puisqu'elles sont des cellules présentatrices de l'antigène, donc les fameuses CPA. Alors, on va voir maintenant les molécules de l'immunité qui sont les anticorps, qu'on abrège ici AC. Donc là, on va faire apparaître le texte et on va compléter au fur et à mesure ce schéma. Donc tout d'abord, les anticorps sont également appelés immunoglobulines, donc on les abrège I majuscule et un G minuscule. Ça, c'est important de connaître son deuxième nom. Donc ce sont des molécules de nature protéique composées de 2 chaînes lourdes en violet et de 2 chaînes légères en vert. On voit que la chaîne lourde est beaucoup plus longue, 2 fois plus longue que la chaîne légère en vert. Et ces chaînes sont reliées entre elles pour permettre justement l'assemblage de ces différentes chaînes par des ponts disulfures qui sont des liaisons fortes, donc liaisons covalentes, qu'on dessine ici par un 2S, donc disulfure, et ici représenté par ce trait rouge, donc les chaînes lourdes en violet, les chaînes vertes, les chaînes légères et les ponts disulfures par ces traits rouges. Donc on a un pont disulfure qui relie les 2 chaînes lourdes et un pont disulfure qui relie à chaque fois une chaîne lourde à une chaîne légère. Donc ça, c'est la première partie des annotations. Ensuite, chaque anticorps est composé de 2 parties ayant un rôle différent. Donc les parties se distinguent ici par ces incollades sur la droite. D'accord? Donc la partie là, haute, et la partie basse. Tout d'abord, la partie variable, qu'on va abréger V, qui permet la reconnaissance spécifique d'un antigène ici. Donc là, on peut laisser partie variable. Et la partie qui nous intéresse, il y a un site particulier ici en surface justement de la partie variable qui est spécifique de l'antigène, c'est le paratope. Donc à chaque antigène, le paratope va changer de forme. Ensuite, on a la partie constante, c'est la partie basse de l'anticorps avec ces 3 domaines ici, qu'on va abréger C, qui est la partie effectrice de l'anticorps. Donc là, vous pouvez noter partie constante de l'anticorps. Ces 2 parties jouent un rôle complémentaire dans la défense immunitaire, puisque le paratope de l'anticorps reconnaît et se fixe à l'épitope de l'antigène pour former un complexe antigène-anticorps. Donc je vous rappelle ici le schéma, l'antigène en gris avec ses épitopes. On a les anticorps ici en Y avec leur paratope, ici triangulaire ou rectangulaire ou sphérique selon l'antigène qui va être reconnu. Les anticorps vont s'associer entre eux pour former un complexe humain antigène-anticorps. Donc là, il faut surligner un complexe humain, c'est la même chose que complexe antigène-anticorps. Alors ce complexe humain a 2 rôles. Tout d'abord, il va se fixer tout autour de l'antigène pour le neutraliser. Le but, c'est de bloquer sa liaison aux cellules cibles pour empêcher d'infecter de nouvelles cellules. Et ensuite, une fois qu'il est neutralisé, les anticorps, avec une autre partie, il va permettre d'activer justement d'autres actions effectrices des anticorps. On verra juste après. Donc là, vous pouvez noter sur le schéma le complexe humain. C'est l'association de l'antigène avec l'anticorps. Donc quand il y a un antigène fixé à un anticorps, on parle de complexe humain. Alors, le dernier document, document 12, vous montre les 2 fonctions effectrices des anticorps. Donc ici, on a notre antigène en gris avec ses épitopes en jaune et en vert. On a des anticorps qui viennent se fixer grâce à la complémentarité de forme entre leur paratope et l'épitope. Donc là, le paratope arrondi avec l'épitope arrondi, et la même chose pour l'épitope triangulaire. Donc une fois que l'anticorps est fixé sur l'antigène, il est donc neutralisé. Une fois qu'il est neutralisé, les anticorps peuvent ensuite activer le complément. Donc le complément, c'est un ensemble de protéines qui vont former ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Donc ça va être en fait un petit tunnel, un petit trou au niveau de la membrane de la cellule, et donc le cytoplasme va sortir de la cellule, et donc destruction de la cellule, ce qu'on appelle la cytolyse. Et donc là, l'antigène est détruit. Donc dans le cours, les 2 fonctions effectrices des anticorps sont l'activation en cascade des différentes protéines du complément,
qui va aboutir à la formation du complexe d'attaque membranaire qu'on abrège CAM. Ce CAM est un canal formé par l'assemblage de plusieurs fois la même protéine du complément, sa protéine C9, à l'intérieur de la membrane de la cellule cible, entraînant une entrée d'eau massive. C'est donc la destruction de la cellule, qu'on appelle donc la cytolyse. Autre partie du document à droite, une fois que l'anticorps est fixé sur l'antigène, il peut également ce qu'on appelle optimiser la phagocytose, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Donc ici on a notre antigène, notre complexe antigène-anticorps, et là il y a des phagocytes, donc des cellules spécialisées dans la phagocytose, qui vont reconnaître d'autres épitopes de l'antigène. Ainsi, la phagocytose va être facilitée. Donc là, on voit que le phagocyte va émettre des pseudopodes pour englober l'antigène et l'anticorps. Et ensuite, il va l'interner dans une vésicule qu'on appelle le phagolysosome pour détruire l'antigène en petits morceaux et ensuite pouvoir l'exposer en surface. Donc l'activation du site de fixation au phagocyte. Donc là, je rappelle ici que cette partie-là, vous voyez que l'anticorps était fixé sur l'antigène et justement cette partie jaune qui est là va attirer les phagocytes sur le lieu justement de la neutralisation de l'antigène. Donc l'objectif c'est d'attirer le phagocyte pour favoriser la phagocytose. Donc ici on a donc une opsonisation, c'est-à-dire on va faciliter, donc optimiser, augmenter la phagocytose des antigènes. C'est le principe de l'opsonisation. Donc retenez, opsonisation, c'est faciliter, augmenter la phagocytose. Voilà, donc on a terminé la vidéo 2 sur le chapitre 7.2 présentant les acteurs de l'immunité. Donc là, ce sont les seules vidéos sur ce chapitre 7.2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce, de sélectionner la cloche pour avoir des notifications pour les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.